Welcome. You're now listening to Dirty Feet. Bonjour, oui, vous êtes sur les ondes des Pieds Sales, a.k.a. Dirty Feet podcast on No More Radio. And hosted by Joanie Farran, JD Papillon, Allison Burns. Stay tuned, we're going to move you. Bonjour tout le monde, bienvenue à notre 36e épisode de Dirty Feet. Avec nous aujourd'hui, on a les chorégraphes en fait d'un programme double qui est présenté à Zonoma. Donc d'abord, on va avoir Audrey Bergeron qui présente Sans tête ni queue. Et ensuite, on va avoir Sarah Evgrand qui présente Jérémy Roy est un homme libre. Leur spectacle est présenté le 2 août à Zonoma, à la Maison de la Culture Maisonneuve. Donc, avec nous en ce moment est Audrey Bergeron, qui chorégraphie la pièce Sans tête ni queue. Bonjour Audrey, ça va bien aujourd'hui? Oui, salut, ça va bien, merci. Donc Audrey, parle-nous un peu de ton parcours. En ce moment, tu danses, tu es interprète pour pour une compagnie principalement. Qu'est-ce qui t'a amené à la danse? Où est-ce que tu étudiais? J'ai commencé à danser. En fait, quand j'étais jeune, je faisais de la gymnastique artistique. Puis, à mon entrée au secondaire, il y avait l'option danse. Donc, j'ai connu la danse au secondaire. Puis ensuite, je sens que j'ai pas vraiment fait de choix. C'est un parcours assez fluide puis assez facile. En tout cas, moi, je le ressens comme ça. Puis là, au cégep, quand j'ai su qu'il y avait un programme en danse au cégep, je trouvais que c'était une joke. C'était vraiment d'étudier dans quelque chose que t'aimes. Je trouvais ça le fun. Fait que j'ai continué mes études en danse au cégep Montmorency. Et j'ai fait 1 an au bac à l'UQAM. Puis ensuite, j'ai bifurqué vers l'école de danse contemporaine de Montréal, anciennement appelée l'ADMI. J'ai fini en 2005. Ça, c'est mon parcours d'études. Puis après ça, j'ai commencé par faire mes petites créations tranquillement à Danse Buissonnière à Tangente. Et j'ai été ensuite engagée chez Bouge de là, une compagnie jeune public. J'ai été aussi pendant 7-8 ans dans Les Imprudences, ligue d'improvisation en danse. Puis c'est ça, je suis nouvellement engagée au sein de la compagnie au Vertigo depuis janvier. Voilà mon parcours. Ça doit être beaucoup de travail en ce moment? Énormément. Énormément de travail, oui. Je viens d'apprendre 3 spectacles là, depuis janvier. Puis, mais c'est un défi que j'avais besoin de relever, qui arrive au bon moment dans ma vie. Puis je suis très reconnaissante de tout ce beau travail. Donc, parle-nous un peu de cette création-là. C'est une création que tu présentes maintenant sur Noma, mais qui a déjà été présentée à 2 autres reprises auparavant. Même plus, en fait 3. 3 autres reprises. Donc, ça avait été présenté au Festival Quartier Danse où ça avait été créé pour le festival. Ça a été présenté à Bouge d'ici. Oui. Est-ce que tu pourrais nous dire un petit peu de comment ce projet-là a commencé? Ça a commencé justement avec l'opportunité de présenter quelque chose dans la soirée d'artistes émergents du festival Quartier Danse. Donc c'est ça, j'avais un projet en tête depuis un petit bout. Ça faisait longtemps que je voulais travailler avec Alexandre Parenteau, un ami, un danseur que j'aime beaucoup. Fait que j'ai saisi l'opportunité pour créer un duo avec lui pour le festival Quartier Danse. Et c'est ça, on a comme initié ce projet-là. On l'a présenté 2 soirs, je pense. Et un peu après, j'étais un peu restée sur ma faim parce que j'avais pas eu beaucoup de temps pour la création. Donc, j'avais fait le mieux possible dans les conditions que j'avais, si tu veux, mais j'avais envie de retravailler la pièce puis la développer. Et comme par magie, le festival Bouge d'ici, j'ai vu un appel de projet justement pour qui lançait un appel aux chorégraphes qui voulaient retravailler une pièce. Voilà, fait que j'ai saisi l'occasion de retravailler la pièce avec Alexandre, de l'amener à un autre niveau. Je dirais que maintenant la pièce, à partir du festival Bouge d'ici, je trouvais que la pièce était plus achevée. Puis après, récemment, il y a les étudiants de la troupe du Cégep Montmorency, la troupe Danse qui présentait. Et moi, je travaille comme répétitrice depuis plusieurs années avec la troupe. Puis on a présenté ce duo-là en première partie à la salle André Mathieu, 2 autres fois. Puis ça m'a permis de voir que plus on la danse, on s'améliore de fois en fois. Ça prend forme, puis voilà. Donc, Zonoma, maintenant, je dirais plus c'est une reprise de la pièce. On a l'opportunité de la faire voir à un autre public, puis la redanser une autre fois. C'est un duo entre un homme et une femme.
Et ça peut tomber d'une certaine façon dans le duo romantique, qu'on le voit. Est-ce que c'est intentionnel d'avoir justement ce partenariat entre un homme et une femme qui peut tomber dans le romantique, mais en même temps un petit peu combatif? Quand je crée, je réalise, j'essaie de définir comment je crée. Je réalise que le mot équilibre est important pour moi. Romantisme, moi je le vois pas comme quelque chose de romantique, mais je sais pas ce que tu veux dire non plus par romantique, mais c'est sûr que j'ai un attrait pour ce qui est harmonieux, puis même dans les mouvements, j'aime ça quand c'est assez fluide puis organique. Ça c'est une question de goût personnel. Peut-être que ça donne l'image de quelque chose de. Je sais aussi que j'aime quand c'est propre, quand c'est bien fini. Peut-être ça donne une couleur romantique au duo, mais c'est sûr aussi que de mettre en scène un homme puis une femme qui dansent en duo ensemble, je suis consciente que ça peut générer chez le spectateur là, une perception de probablement que les gens pensent qu'on est un couple, qu'on a une histoire ensemble, mais c'est pas nécessairement ça que j'ai envie de dire précisément. Mais j'ai envie d'évoquer certainement une relation entre un homme et une femme, mais de la laisser quand même ouverte. Tu parlais d'harmonie, c'est quelque chose que j'avais remarqué dans la pièce quand je l'avais vue à Bouge d'ici. Il y a la relation au niveau du genre, en fait, de l'homme et de la femme. On sent jamais une certaine force physique supérieure chez l'homme, où la femme rentre dans le rôle un petit peu de dominer et l'homme dominant. Est-ce que c'est important pour toi, en fait, justement, de trouver une façon où ça rentre pas dans les normes traditionnelles du genre, où c'est jamais l'homme qui lève tout le temps la femme? En fait, c'est drôle parce que dans la façon que je crée en studio, je vois vraiment pas, je pense pas au genre. Je vois vraiment les corps comme d'une façon plus anatomique, puis je pense au mouvement d'une façon plus fonctionnelle. Fait que au début, quand je crée, c'est très instinctif. Je pense pas à ce que ça peut évoquer nécessairement du côté narratif. Fait que c'est pour ça que quand je dansais avec Alexandre, j'ai pas pensé au dosage de qui va lever qui. C'est juste venu naturellement. Puis voilà. Donc après ça, je suis consciente que les choix que je fais instinctifs, qui sont plus formels, ils ont quand même une couleur narrative, mais c'est pas mon idée de départ. Mais je trouve ça bien que ça se transforme puis que ça devienne quelque chose. Oui. C'est quelque chose c'est une pièce qui est très dansée d'une certaine façon, ce qui, de nos jours, ce qui est très dansé, qui rentre un peu plus dans le formel. Mm-hmm. On en voit un peu de moins en moins. Comment est-ce que tu as approché cette pièce-là? Est-ce que c'était vraiment un désir de retourner à un travail un peu plus formel, ou c'était vraiment représentatif de toi, de tes intérêts, de ce que tu veux représenter en tant que création de danse? Je pense que chaque création fait partie d'une préoccupation du moment. Je peux pas dire que ça représente tout ce que je suis comme artiste, mais je sais que quand j'ai créé la pièce, au moment où j'avais une préoccupation formelle. J'avais cette idée d'inventer des phrases chorégraphiques de mouvement, puis de jouer avec en la coupant, puis en changeant l'ordre, puis en jouant avec la structure. Puis je t'ai inspirée aussi à ce moment-là beaucoup par la vidéo-danse, parce que j'ai travaillé avec j'ai eu 2 expériences de création en vidéo-danse où je chorégraphiais, puis je trouve qu'avec cette forme de ce médium-là, ça nous permet justement de jouer beaucoup avec le temps. Ouais, fait que je me suis inspirée un peu du cinéma pour jouer avec la structure. C'était ça qui me préoccupait au moment où j'ai créé la pièce, ouais. Il y a la perspective aussi de ce que je me souviens de la pièce, où les phrases sont présentées sous diverses perspectives, divers angles de la part de la perception du spectateur. Oui. Et pour quelque chose comme en vidéo-danse, ça serait quelque chose qui se marierait vraiment très bien. Il y a une sorte de montage un peu qui est ressenti dans la pièce. C'est drôle que tu dises ça, parce que quand j'ai eu à la retravailler, j'avais le matériel, puis pour limiter les heures de studio que j'avais avec mon partenaire Alexandre, j'ai travaillé chez moi en amont
Et la façon que j'ai travaillé, c'est que j'ai fait du montage vidéo. Donc, j'ai pris les images qui m'intéressaient, puis avec du montage vidéo simple, j'ai fait des effets de rewind, de renverser ou de ralenti ou d'accélérer. Puis j'ai ponctué ma danse en mettant les séquences comme ça, en faisant un montage vidéo de la structure que je voulais au final. Puis à partir de cette vidéo-là, on a même réappris en studio après des phases chorégraphiques à l'envers, en se servant du vidéo comme repère, parce que c'est pas toujours une tâche très évidente à faire. Est-ce que c'est le genre de travail que tu aimerais pousser plus loin au niveau de la vidéodanse, de vraiment faire une vidéo de bonne qualité, éventuellement? Avec ce duo-là? Oui, c'est un projet qui est en plan aussi, puis j'ai même une réalisatrice qui est intéressée à le faire. Là, c'est une question de temps. Ouais. Et argent, probablement aussi. Temps et argent. Ben oui, disons-le. Ce duo-là aussi, au niveau du mouvement, en fait, on ressent beaucoup une certaine interrelation. Il y a un contact physique entre les deux danseurs qui est quasi constant. Oui. Est-ce que, pour toi, c'était important vraiment d'avoir cette relation-là physique très tenue? Ben, est-ce que c'est important? J'imagine que oui. En fait, je suis partie dans une direction, puis à un moment donné, je voulais, étant donné que c'est une pièce de 10 minutes, je voulais vraiment me restreindre à certaines limites. Donc, je m'étais dit, c'est un duo, puis on va toujours être ensemble. Puis même au départ, c'était encore plus simple. C'est-à-dire que l'idée, c'était que on avait un trajectoire circulaire dans l'espace. Puis c'était une boucle chorégraphique qui était répétée, mais qu'on voyait dans différents angles, dans différents rythmes. Maintenant, la proposition a été complexifiée, mais c'est pour ça qu'on est toujours en partenariat. Oui. Mais je peux ajouter aussi que par rapport au fait qu'on danse ensemble, puis au départ, la gestuelle a été inventée de façon très formelle, puis on se regardait pas vraiment nécessairement. Puis c'est en la retravaillant puis en ayant du feedback d'autres personnes que j'ai réalisé à quel point c'est pas le côté formel qui ressortait. C'est sûr que la gestuelle elle ressort, mais les gens parlaient plus de notre relation en premier. Donc on a clarifié en deuxième lieu quel était notre rapport dans nos regards. Les regards au niveau de la pièce, en fond, on le sent vraiment que c'est cette connexion-là qui reste, même quand les corps ne se touchent pas totalement, il y a tout le temps un peu cette tension-là qui est gardée. Mm-hmm. Est-ce que tu trouves avoir une connexion aussi présente avec un autre interprète dans une pièce, est-ce que c'est fatigant? Est-ce que ça peut être plus épuisant à cause de ça, de devoir garder ce contact-là? Non, au contraire, je trouve que dans l'interprétation, c'est vraiment c'est le fun d'être avec quelqu'un dans le moment présent, puis d'avoir à faire avec l'erreur de l'autre, ou vraiment ça change à chaque fois, puis c'est le fun de vivre ça avec quelqu'un d'autre puis de le partager. Oui, complètement. Et Alexandre, est-ce que c'est quelqu'un avec qui tu avais dansé auparavant? Est-ce que tu avais déjà une relation de travail un peu avec lui? Non, jamais. Non, c'est pas vrai. C'est pas vrai. Chez Bouge de là, il était venu, il était doublure dans la compagnie dans laquelle je dansais, donc c'est là que je l'ai connu, mais là, maintenant, on est rendu vraiment dans une étape plus intime, là. On est nous deux dans ce duo-là, en studio. Et comment ça a commencé? Quand vous avez commencé le travail, tu disais que c'était une gestuelle un peu formelle au départ. Oui. Comment est-ce que tu as créé cette gestuelle-là? Est-ce que ça a été créé en moi, collaboration? Je suis arrivée avec la forme au départ. Je lui ai parlé de mes aspirations, de ce que j'avais envie de travailler. Puis on est vraiment parti par des consignes simples. Là. À deux, je disais, j'aimerais ça qu'on explore comment un corps peut être confortable dans l'autre, rentrer ou passer à travers. Puis ça s'est avéré qu'Alexandre répondait super bien c'est-à-dire que j'avais pas nécessairement à le diriger puis à lui dire comment bouger. Je proposais quelque chose, il répondait, ça me relançait. Donc la gestuelle a été créée assez rapidement. Puis on a deux corps que je trouve qui réagissent bien ensemble, autant à la création que sur scène, j'espère. Et est-ce que vous avez fait beaucoup de travail de partenariat, comme de l'improvisation contact, des trucs comme ça, pour commencer à établir ce rapport-là, puisque vous aviez aucun rapport de danse auparavant, ou est-ce que vraiment vous vous êtes mis dans le travail? On est rentré dans le travail assez rapidement, c'est-à-dire que on s'est même donné le défi, je pense, de réaliser ce duo-là
je pense 5 répétitions de 3 heures, c'est-à-dire 15 heures. Fait que on n'a pas vraiment pris le temps de tourner autour du pot, je dirais. On est rentré dans le vif du travail. Mais c'est quelque chose que j'aime aussi, de créer dans l'urgence, puis de dire, OK, il faut réaliser quelque chose, let's go. C'est une façon que moi j'aime. Et au niveau de la pièce, parce qu'il y a eu une grosse évolution en fait depuis ces premières répétitions-là pour la créer pour Quartier Danse et ce que vous aviez présenté à Bouge d'ici, probablement que maintenant ça s'est raffiné encore plus puisque vous l'avez représenté. Ouais. Est-ce que tu trouves que le matériel, la pièce, a changé de sens un petit peu depuis le départ pour toi? Difficile à dire. Ben, je sens que moi, je le sens physiquement que on passe beaucoup de temps quand on travaille en partenaire à mettre au point certains mouvements. Donc, on communique souvent à l'autre, ce mouvement-là, donne-moi plus ton poids, j'ai besoin de ci, j'ai besoin de ça. Puis ça prend beaucoup de temps avant d'arriver à une aisance là, égale entre les deux partenaires. Puis là, c'est ce que je sens, là, les deux derniers spectacles qu'on a fait. On n'avait plus rien à se dire, puis on avait encore plus de plaisir à danser ensemble, puis à sortir aussi de la structure, puis de notre tête, puis d'aller plus loin dans notre complicité sur scène. Ouais, fait que peut-être notre rapport entre nous deux devient encore plus clair. Et pour toi, Zonoma, en fait, est-ce que c'est un festival qui déjà était sur ton radar? Qu'est-ce qui t'a amené à présenter à Zonoma? Ben, moi, j'ai connu Zonoma l'année passée, puis j'ai même présenté. J'étais en création à ce moment-là avec Alexandre, mais j'étais aussi sur un autre projet de vidéo-danse avec 2 interprètes de chez K-Public. Roxane Duchesne-Roy et Maren Kritzinger. Et je voulais présenter un duo. En tout cas, j'ai été invitée en Allemagne. C'est une longue histoire. J'avais un 5 minutes à présenter. Donc, j'ai appris ce duo-là. Je leur ai appris mais sur le corps de 2 femmes. Puis, on avait présenté à Zonoma à la soirée de clôture du festival. Un extrait. Fait que c'était intéressant aussi de voir, justement, quand je parle de corps anatomique, de voir comment 2 femmes interprètent ce duo-là que souvent on considère comme une relation de couple homme-femme, mais sur 2 femmes, c'était complètement autre chose. C'était intéressant. Et comment tu le sentais, en fait, quand tu l'as vu sur 2 corps de femmes? Est-ce que tu sentais que l'énergie était la même? C'est sûr que non, parce que c'est pas les mêmes interprètes, mais aussi c'est 2 femmes, donc c'était plus. Moi, je le percevais comme plus ludique, plus dans le jeu. C'était intéressant l'exercice de changer les genres. Et est-ce que c'est le genre de duo que tu penses que tu préfères avec plus de danseurs aussi? Est-ce que tu serais intéressé à voir comment cette structure-là se développerait avec 2 couples, 3 couples sur scène? Est-ce que tu penses que on y perdrait un peu cette connexion-là entre 2 êtres si jamais tu rajoutais des danseurs? C'est une bonne question. J'ai jamais pensé à ça. À vrai dire, ce que je ressens, c'est plus que j'ai envie de faire vivre ce duo-là, c'est-à-dire de le présenter à différents publics. Mais créativement, j'ai envie aussi d'aller ailleurs. C'est-à-dire que si je reprends ce duo-là, je serais plus intéressée à faire une vidéo, de l'amener dans une autre forme d'art que de le voir avec plusieurs interprètes. Je ferais autre chose. Ça serait plus stimulant pour moi. Est-ce que tu commences à sentir que tu vas en avoir accouché bientôt pour de bon ou? Ben non, c'est ça. Comme je te dis, je suis jamais tannée de danser, puis je sens que la pièce elle continue à évoluer à force qu'on le présente, parce qu'on passe pas beaucoup de temps en studio à le travailler. Fait que c'est vraiment sur scène qu'on sent que ça évolue. Je suis pas du tout tannée de la faire. Au contraire, là, j'ai envie de la présenter le plus souvent possible. Mais au niveau créatif, je serais prête à recommencer autre chose ou aller ailleurs complètement. Ouais. Et où serait ce ailleurs-là? Si tu avais une nouvelle création à faire en ce moment, vers quoi est-ce que tu sens que tu dirigerais? Où est-ce que tes intérêts commencent à se diriger en ce moment? Je pense... l'année passée, moi, j'aime beaucoup la formule petite forme. Peut-être aussi à cause que je travaille beaucoup comme interprète puis que je saisis plus les opportunités qui sont réalistes là, dans le temps puis l'argent que j'ai. Mais j'aime ça, présenter une idée en peu de temps. Je trouve que c'est un beau défi. J'aimerais ça continuer à créer des petites choses, mais peut-être éventuellement les rassembler ensemble puis d'en faire une pièce complète là, dans le futur.
Mais il y a aussi, mettons, plus proche, dans le temps, j'ai créé un duo que j'ai présenté au Short and Sweet. Et puis, c'est un duo de 3 minutes que je m'étais donné comme contrainte d'utiliser juste le sol. Je pense que c'est une aptitude que j'ai comme danseuse, mais aussi comme chorégraphe. Puis, j'avais trouvé ça intéressant. Il y a quelque chose que j'aimerais approfondir dans la gestuelle au sol. Et pour cette soirée-là, tu vas être, c'est une soirée, un programme double en fait, qui va être présenté avec Sarah F. Grant et Jérémy Roy. Ouais. Leur travail qui va être très différent en fait de toi ce que tu présentes. Est-ce que tu sens que c'est intéressant pour un public justement d'avoir deux perspectives qui sont tellement différentes l'une de l'autre dans une même soirée? Ben complètement. Je trouve que des soirées partagées, c'est aussi intéressant d'avoir une pièce qui a un lien, c'est-à-dire deux pièces qui ont un lien ensemble. Mais je trouve aussi intéressant le contraste parce que bon, c'est ça, ça fait diversifier, puis le public va en avoir pour son argent. Ouais. Et en tant qu'interprète, tu danses pour Vertigo en ce moment. Mm-hmm. Est-ce que tu sens en fait que ça te permet en faisant ta propre création de trincer la bouche, de vraiment te recentrer sur toi-même quand tu danses ton propre travail? Est-ce que il y a un petit peu cet aspect thérapeutique-là? Ben, je dirais pas thérapeutique, je dirais plus que ça dépend des individus. Il y a des gens qui s'identifient vraiment uniquement comme interprètes. Moi, je m'identifie beaucoup dans la polyvalence parce que j'ai des intérêts diversifiés. J'ai besoin puis j'aime créer autant que danser le travail de d'autres personnes. Puis puis j'aime autant aussi enseigner, partager, échanger. Je suis très curieuse puis j'ai besoin de faire plusieurs choses en même temps ou si c'est pas en même temps que ça se relaie. Mais ça me nourrit autant d'être interprète chez Au Vertigo que de créer mes propres choses. Puis je pense que chaque chose en son temps aussi, c'est-à-dire que là, je vis mes années pleinement d'interprète avec l'âge que j'ai, avec la forme physique que j'ai. Puis je me dis que, en parallèle, si je continue à faire des petites créations à côté, un jour, j'aurai l'occasion peut-être de mettre plus d'énergie dans la création. Mais je suis à l'écoute des opportunités qui sont là. Donc, Audrey, pourrais-tu nous introduire la musique qui est utilisée dans ta pièce? Oui, certainement. C'est une musique composée par Antoine Berthiaume. Le titre de la pièce, c'est Kadaké. Donc, la pièce Sans tête ni queue d'Audrey Bergeon va être présentée à la grande salle de la Maison de la Culture Maisonneuve à 8h le 2 août. Donc, Audrey, merci beaucoup d'être venue nous parler de ta pièce. Ça m'a fait plaisir. Au plaisir de vous y voir tous. Yeah.
maintenant avec nous, on a Sarah F. Grant qui présente la pièce Jérémie Roy est un homme libre, qui est présentée en deuxième partie de Centre technique d'Audrey Bergeron à Zonoma. Donc bonjour Sarah F., ça va bien? Oui, bonjour. Donc, tu présentes une nouvelle pièce. Toi, parle-nous un petit peu de ton parcours avant, en fait, d'où tu viens, qu'est-ce que tu as fait. En fait, peut être aussi ludique que tu oui, veux. Non, mais je vais dire des vraies choses. En fait, c'est que j'ai étudié à l'UQAM en création danse. Ensuite, j'ai fait quelques créations, dont une qui s'appelait Un jour mon père m'a dit, qui avait été présentée en 2010, en première partie du solo de Saint-Pierre. Puis ça a été comme ça m'a un peu propulsée dans le sens où j'ai été obligée de créer une nouvelle pièce directement en sortant de l'école. Puis ça m'a beaucoup aidé à en fait comprendre un peu ma démarche puis ce que je voulais dire en fait comme chorégraphe. Puis ensuite j'ai présenté à l'USINC, j'ai eu une petite résidence qui était au 3e étage. C'était un studio un peu inconnu. Et donc, ça s'appelait Les Projets du 3e. Là, c'était leur 2e année cette année. Puis, c'est ça, là, on était un peu les pionniers. Puis, ça, j'ai créé un solo qui s'appelait Note à moi-même, qui était sur moi. L'année dernière, j'ai présenté aussi, non, cette année, à Tangente, ça va vite, dans le cercle, qui était une co-création, musique, danse. Puis, là, c'est Jérémie Roy, est un homme libre, qui sera présenté. Et donc, Jérémie Roy, c'est qui ce Jérémie Roy-là? Éponyme. Parle-moi un peu de Jérémie. D'après la description, ça nous dit que c'est non seulement un homme libre, mais c'est également un fauve dangereux. Oui, ben la liberté, c'est de grandes responsabilités. C'est Spider-Man qui l'a dit. Mais bref, Jérémie Roy, en fait, c'est un compositeur musical, un musicien également qui est contrebassiste, bassiste, qui fait ça de sa vie. Mais qui a composé la plupart des trames sonores de mes autres créations. Donc, je travaille avec lui depuis à peu près 3 ans. Et donc, au fil des années, on a développé une complicité, puis notre réflexion sur la danse, que c'est l'art, le spectacle vivant, c'était très, très connecté. Donc, bref, ça a débouché sur Jérémie Roy est un homme libre, parce que je voulais faire une pièce, en fait, sur quelqu'un qu'on connaît pas. En fait, la question peut s'inverser dans le sens, c'est qui est Jérémie Roy, mais en fait, c'est aussi pourquoi Jérémie Roy? Ben, pourquoi pas Jérémie Roy? En fait, c'est ça la réponse, c'est que ça pourrait être n'importe qui, mais en même temps, l'idée, c'est de parler d'un peu n'importe qui, mais d'essayer de voir qu'est-ce que cette personne-là, comment cette personne-là peut être un spectacle, finalement. Et comment est-ce que quelqu'un peut être un spectacle selon toi? Comment est-ce que vous avez approché ça? Est-ce que ça va être vraiment l'aspect musical que Jérémie Roy amène? Est-ce que ça va être quelque chose de totalement décalé, en fait, de votre relation que vous aviez déjà? Comment est-ce que vous avez approché cette création-là? Est-ce que c'est tellement intimement lié à votre relation à vous deux déjà, ou? En fait, l'idée, c'était parce que dans Note à moi-même, qui était, que je vous ai parlé tout à l'heure, qui était un solo sur moi, en fait, tout l'univers de la pièce tournait autour de moi, puis c'était moi, en fait, dans un spectacle. Puis on essayait de parler de moi, de mes intérêts, tout ce qui était musical, c'était mes chansons que j'aimais, tout ça, c'est autour de moi. Puis là, je me suis dit, pourquoi j'essayerais pas sur quelqu'un d'autre, juste pour voir si je suis capable, parce que en fait, ça a été c'est un peu une genre de bébite, parce que c'est un peu difficile, en fait, de créer sur quelqu'un sans créer sur comment on voit cette personne-là, mais plutôt vraiment créer. En fait, on veut parler de Jérémie Roy, on veut pas parler de moi, comment je suis, comment je le vois. C'est ça qui est dur, puis je sais pas si on va réussir encore en date d'aujourd'hui, mais on va voir, là, c'est comme, ça va évoluer, mais c'est ça, c'est comme une biographie. C'est comme, en fait, on peut faire un lien, j'ai beaucoup comme lu sur des biographies, des autobiographies. J'ai comme pogné un trip là-dessus, là. C'était comme, c'est super buzzant de lire ça puis de comprendre pourquoi les gens lisent des biographies aussi. Parce que ça reflète leur vie. En tout cas, il y a plein de trucs. Je me suis dit, comment on fait un spectacle vivant, biographique, semi-fictionnel, en tout cas. Et en tant que créateur, est-ce que tu penses que c'est vraiment si essentiel que ça de te distancier de ta subjectivité face à cet être-là, à Jérémie Roy? Est-ce que tu penses que c'est nécessaire
de couper ça, en fait, de ton approche subjective? Est-ce que c'est important d'être totalement objectif quand tu crées quelque chose et comment tu interprètes quelqu'un? En fait, consciemment, je sais que c'est pas possible d'être totalement objectif. Mais j'essaie de me dire que c'est objectif. Comme ça, je vais pas teinter ces réflexions, je vais pas commenter ces questionnements. J'absorbe ce qu'il est, puis moi, avec ça, je crée une pièce. C'est sûr que, par exemple, comme le texte qu'on a écrit pour la présentation de la pièce, j'ai juste demandé à Jérémy d'écrire un texte, mais après, moi, je l'ai modifié, lui, le regarder, c'est toujours une question. En fait, nous, on appelle ça dominante, dominée. Jérémy, qui est le dominé dans l'histoire, mais qui, en fin de compte, décide de qu'est-ce qu'il va me donner comme matériel. Mais l'objectivité, je pense pas que c'est possible, mais j'essaye parce que je veux pas que ça soit une vision. Et ce texte-là, en fait, que vous avez utilisé, le texte qui apparaît dans la programmation, est-ce que Jérémy était au courant quand il a écrit ça que ça allait être utilisé pour cette fonction-là? Oui, mais on a eu quelques contretemps là au courant du processus, mais en fait, c'est que Jérémy, je lui ai demandé d'écrire ça. Oui, c'est ce qu'on allait présenter c'est le texte qui allait présenter la pièce, mais quand je lui ai montré, parce qu'il faut savoir, Jérémy il va souvent en tournée, donc présentement il est en tournée, donc souvent on communique par courriel, par message texte, donc c'est pratiquement comme ça qu'on crée le plus souvent. On a eu des moments en studio, mais la plupart du temps c'est virtuel. Bref, il m'a envoyé ce texte-là. Moi, je l'ai modifié, puis quand je l'ai envoyé pour qu'il le corrige, pour qu'il regarde si ça pouvait fonctionner pour lui, je l'avais déjà envoyé à Zonoma. Puis il était pas content parce qu'il trouvait qu'il y avait des affaires à l'intérieur qui le représentaient pas. Il était pas sûr de certaines choses, dont c'est ça. Il voulait pas tout ce qui était dans le texte. Il y avait des choses qu'il voulait enlever. Bref, puis moi j'ai dit non, on l'enlève pas. Là, il était fâché un peu, mais ça s'est calmé, mais dans le sens où il était conscient que c'était un texte de présentation, mais pas tout à fait conscient peut-être de l'envergure, là, je sais pas. Et au niveau de ce processus-là de création, où beaucoup de la création s'est faite par communication, par Internet, en fait, est-ce que ça fait partie du produit final que vous allez présenter, cette méthode-là de communication que vous aviez? Oui. Puis aussi, chose qui est pas expliquée dans le spectacle, mais le processus qu'on a utilisé, c'est virtuel aussi, mais c'était en fait pour pouvoir entrer dans sa vie sans qu'il me la raconte seulement, mais vraiment rentrer dans sa vie à lui. Je me suis demandé comment je fais pour rentrer dans sa vie, dans la vie d'un autre individu. C'est pas facile là, nécessairement au quotidien. Fait que ce qu'on a fait, c'est que c'est un peu freak là, mais on a passé un mois où Jérémy avait des choses à faire à chaque jour. Des choses aussi insignifiantes que compter le nombre de fois qu'il faisait pipi ou répondre à des questions super profondes, genre qu'est-ce qu'un homme, qu'est-ce qu'une femme, etc. Mais il y avait des choses à faire à chaque jour. Faire des collectes, par exemple, à chaque jour, il devait prendre ce qu'il y avait dans ses poches et le mettre dans un ziploc, pouvoir témoigner des choses qu'il avait faites dans la journée, tout ça. Puis à chaque dimanche, on faisait comme un recap de sa semaine. Et puis c'est avec ça qu'on a créé la pièce. C'est vraiment pas assis dans un studio, ça a vraiment été fait dans le concret. Si on veut rentrer dans une vie, on n'a pas le choix de prendre les moments les moins bons. Je sais qu'il y a une semaine où ça allait vraiment pas, puis ça paraît parce que les musiques qu'il a choisies, parce qu'il y avait des musiques à choisir aussi pendant les semaines, sont plus dépressives. Il y a des moments où, par rapport, puis on s'est rendu compte que l'amour, la liberté, c'est comme des choses qu'on vit au quotidien. On essaie de parler de ces thèmes-là, mais je pense qu'on y est arrivé en allant dans le petit des choses. Puis il y a plein de thèmes super importants qui sortent, puis c'est ça. Je me souviens plus de la question. Non plus, correct. Et ça, dans ce cas-là, au niveau de la pièce, c'est classifié dans la programmation comme étant une performance. Toi, comment est-ce que tu l'abordes? Est-ce que tu le vois vraiment comme une performance? Est-ce que tu vois ça comme de la danse? Est-ce que la classification est vraiment pas importante, finalement? Ça a été vraiment... ça a l'air de rien, là, mais ce mot-là, performance, a été vraiment difficile à choisir. En fait, je l'ai choisi, Audrey, par rapport à la pièce d'Audrey, parce que
je peux pas dire en respect à la danse contemporaine, mais un peu parce qu'il y a pas de danse dans le spectacle. Mais pour moi, c'est un spectacle de danse. Je sais pas comment expliquer. En fait, c'est plus une chorégraphie que il y a pas de mouvement. C'est pas ça qu'on s'est questionné, mais on s'est pas questionné sur le mouvement, mais on s'est questionné sur en fait le mouvement d'une pièce, comment on monte une pièce. C'est un regard chorégraphique. C'est pas du théâtre. On fait pas de l'art visuel. C'est sûr que c'est à cause de mon bagage, mais c'est ça, c'est niaiseux que j'y pense là présentement en direct, mais c'est vraiment parce que je me disais, OK, Audrey, c'est très, très dansé. Je sais ce que c'est la danse, puis je veux pas comme me battre en disant c'est de la danse que je fais, mais c'est de la performance. En fait, c'est aussi pour que le public arrive puis soit dans un état un peu différent que s'il allait voir de la danse. Donc, la classification, c'est vraiment fait en rapport au regard de l'autre, en comparaison. Oui. Un peu comme ce que tu disais que tu voulais te distancier quand t'approchais le personnage de Jérémie Roy. Ouais, c'est sûr que quand on crée, on se compare, tu sais, on voit ce qui se fait, on dit OK, moi c'est plus cette tangente-là ou ce côté-là de la danse ou du théâtre, tout ça, mais j'ai eu envie d'essayer pour voir qu'est-ce que ça changeait dans l'esprit du public d'entrer en sachant que c'est de la performance et non de la danse. Peut-être qu'à la sortie, ils vont dire finalement pour moi c'était plus de la danse ou bref. C'est pas si important, mais parce que je me suis toujours battue, c'est parce qu'il y a comme eu un remous au niveau des gens près de moi parce que ils m'ont dit ça rêve, ta pièce c'est performance, t'es sûr que tu veux ça parce que j'ai toujours dit jamais j'avais appelé une de mes pièces performance, tu sais, catégorisée. Puis là, je sais pas, j'ai vieilli. Mais t'as abandonné le combat. Ouais, mais je trouve qu'en même temps c'est pas si important, là, mais c'est ça. Mais justement, est-ce que on parle beaucoup de classification, en fait, même au niveau des demandes de bourse et tout ça, de subventions. Est-ce que tu trouves que ça devient un peu une béquille à cause de ça? Le besoin de classifier quelque chose? Entre-temps, depuis, tu sais, j'ai énuméré mon parcours là tout à l'heure, mais tu sais, on énumère toujours ce qu'on réussit, mais il y a eu beaucoup d'échecs là. Échec est un grand mot là, mais de refus qui ont été présents depuis. Par exemple, la dernière année, beaucoup de refus de demandes de résidence, de subventions, tout ça. Puis, en fait, ça a beaucoup teinté mon rapport à mes œuvres parce que c'est sûr que les réussites nous dirigent dans un sens, mais les échecs sont très, très importants, tu sais. Puis, bref, j'ai décidé, mais en fait, parce que les demandes de subventions sont difficiles parce que c'est un peu dur à catégoriser, mais moi, je les fais toujours en danse parce que pour moi, c'est ça. C'est de la danse, puis je l'explique comme un spectacle de danse, mais il y a aussi toute la catégorie multidisciplinaire, tout ça, mais ça fonctionne dans les deux. Même en musique, ça pourrait fonctionner parce que Jérémie a un bagage musical. On a proposé dans en fait, on a fait plusieurs demandes dans plusieurs disciplines, puis c'est ça qui est étrange, c'est que c'est dur à classifier, mais en même temps, je pense que de pas se laisser cadrer, pour moi, c'est quand même très, très important. C'est pas de pas se laisser cadrer, mais de pas se laisser attraper comme artiste, c'est de dire, vous pensez que je suis là, mais finalement, j'ai changé d'espace, puis je suis rendue, je fais un travail avec des musiciens, j'évolue puis moi, ça fait partie de l'évolution, et que je sais pas, peut-être que je suis indisciplinée, je sais pas. Et en fait, le public qui est allé voir Short and Sweet lors du FTA a vu je sais pas si on pourrait appeler ça un extrait ou si c'était juste une petite tranche de votre processus qui va être présent dans cette pièce-là. Est-ce que tu as reçu du feedback là-dessus? Vous n'avez pas encore présenté la pièce Jérémie Roy est un homme libre, mais vous avez présenté cette tranche-là. Quelle sorte de feedback tu as reçu au juste? En fait, c'est sûr qu'en 3 minutes, c'est un peu difficile de montrer qu'est-ce que c'est le processus. C'est quand même une pièce de 45 minutes mais je pense que les commentaires que j'ai reçus, c'est que on avait de la difficulté à entrer dans cette bulle-là, qui est une bulle à 2. Puis on a vraiment voulu la percer là dans les derniers mois, en invitant toujours des gens à être en répétition juste pour regarder et tout ça. Mais bref, parce que ça devient très intime, le processus, on l'a vécu à 2. Fait que comment on présente ça à un public, puis comment c'est intéressant, t'sais, c'est ça aussi le gros point d'interrogation. Puis en fait, on va peut-être pas y répondre en présentant la pièce. Peut-être que ça va toucher certaines personnes, peut-être d'autres absolument pas. Mais on est allé dans quelque chose de super intime, puis on voulait juste voir qu'est-ce que ça peut donner comme
comme répercussion chez un public, mais il y a vraiment ce questionnement-là qui est très important pour nous de savoir comment on va dire cette histoire-là, tu sais. On veut pas juste montrer qu'on s'entend bien puis que c'est ça la vie, là, tu sais. On veut montrer qu'une vie peut être montrée comme un spectacle et que ça peut être intéressant pour un public, tu sais, comme pour revenir à la biographie, là, tu sais. C'est super personnel, mais il y a plein de gens qui lisent, par exemple, des biographies de toutes sortes, puis il y en a eu plein, là, tu sais. Fait que, donc, ouais. Mais est-ce que tu penses que ça va être une vie plus spectaculaire qui va faire un bon spectacle, ou est-ce que tu penses que, au contraire, rentrer dans l'anodin va vraiment créer quelque chose de plus puissant en tant que présentation sur scène? Ben, en fait, c'est sûr qu'il y a certainement des vies plus intéressantes, mais en même temps, ça dépend toujours de la perspective qu'on a. Tu sais, peut-être pour moi, cette vie-là est plus intéressante, mais pour quelqu'un d'autre, une autre vie pourrait être intéressante, parce que je pense que ce qui devient pertinent, c'est qu'on peut créer des parallèles entre la nôtre et la vie à laquelle on assiste, par exemple. Si c'est une lecture ou un spectacle, on s'associe, on comprend l'autre, des étapes de vie qu'on a aussi vécues, tout ça, tu sais. Mais c'est sûr que Jérémy, embarqué dans le jeu aussi, ça prenait quelqu'un qui... Il y a eu des moments où c'était très très intime, là, tu sais, ou des moments où mais il a embarqué, par exemple, il y a un moment où un matin il s'est pris en photo parce que c'est la première fois de sa vie où il voulait avoir des enfants. Puis moi, il m'a toujours dit qu'il voulait jamais avoir des enfants de sa vie. Puis il avait comme honte de me faire part de ça, mais il était pas obligé de me dire, mais il a choisi de me dire. Je pense que c'est ça, c'est comme dans l'ouverture. Puis un homme libre, en même temps, il est pas vraiment libre. Il est libre de choisir ce qu'il va me dire, mais bref, sa vie est extraordinaire dans le sens où il a choisi de la rendre extraordinaire. C'est ça qui est spécial. Je pense que même mon voisin avec son jacuzzi, là, on pourrait faire quelque chose, là. Tu sais, je regardais sa corde à linge un matin, puis c'est hallucinant, tu sais, juste comment il place ses vêtements. Il y a toujours quelque chose, puis en même temps, moi, c'est aller chercher ça. C'est ça mon rôle, c'est d'aller chercher qu'est-ce qui peut faire un spectacle dans cette vie-là, qui est comme n'importe quoi, là, c'est anodin, là. Puis pour les proches de Jérémy Roy, est-ce que tu as l'impression qu'ils vont découvrir une nouvelle facette de Jérémy? Est-ce que tu penses que il va y avoir du nouveau, une nouvelle appréciation, justement, même pour les gens qui le connaissent bien au jour le jour? Je sais pas. On est allé, tu sais, on a beaucoup cueilli de témoignages de sa famille, tu sais, mais on n'est pas allé non plus dans les affaires super deep, émotionnelles, tu sais, du genre. On a choisi plus le Jérémy Roy d'aujourd'hui. Le un mois qu'on a passé ensemble, c'est ce mois-là qu'on a comme collecté. Mais peut-être qu'il va avoir des réactions différentes selon ses proches, mais bref, j'ai pas trop d'idées, mais je sais qu'il y avait une de ses copines qui était, parce qu'il y a eu des femmes pendant le processus. Puis bref, ça crée des drôles de rapports, parce que moi je suis témoin de ça, comme qui, tu sais, finalement, mais comme quelqu'un qui est là, mais bref, ça crée des rapports intéressants, comme une de ces filles-là qui est devenue comme un peu notre muse à son insu, puis on a fait une joke avec ça, mais c'est intéressant de voir à quel point c'est un peu comme, on a quasiment fait une thérapie, puisque, tu sais, c'est dans le sens où moi j'étais témoin, c'est un peu comme un psychologue qui va juste prendre connaissance de la vie de l'autre, l'écouter, tout ça, c'est un peu ça, tu sais. Mais moi, la différence, c'est que on fait un spectacle avec ça après. Je sais pas qu'est-ce que ça va avoir de l'air, bref. Parlant de ce que ça va avoir l'air, tu nous as amené une surprise en studio, une image. Voudrais-tu nous en parler un petit peu? Tu as dit que tu pourrais peut-être la décrire pour le public qui nous écoute. Oui, en fait, c'est une carte postale. On communique aussi par virtuel, mais Jérémy est en tournée présentement aux États-Unis, plus la Californie. Bref, j'ai reçu une carte postale parce que j'ai demandé de scanner tout ça parce que je voulais faire une publicité avec en fait, parce qu'on est venu à délirer un peu sur le fait que si les gens aimaient pas la pièce, c'est que les gens l'aimaient pas lui. Parce que la pièce, c'est lui. Fait que là, on a déliré un peu là-dessus. Bref. Puis on a, comme quand on était un peu jeune, puis on envoyait des papiers à des gens qu'on aimait, là. M'aimes-tu? Coche oui, coche non. Fait que là, Jérémy a vraiment écrit M'aimes-tu? Point d'interrogation. C'est une carte postale qu'il m'a envoyée. Oui avec un carré, non avec un carré là pour cocher, et signé Jérémy.
Et donc, c'est à mon nom, avec mon adresse postale, et c'est vraiment étrange. C'est vraiment la plus laide carte postale que j'ai vue de ma vie. C'est une famille, des années, peut-être 50, qui joue dans le salon, là, tu sais, le papa en cravate, la maman avec la jupe haute, toute bien peignée, les enfants avec des beaux pyjamas. C'est vraiment étrange, et le timbre, c'est le timbre qui m'a le plus marqué. C'est vraiment un drapeau des États-Unis, et c'est marqué Freedom Forever. Mais moi, j'ai trouvé ça vraiment touchant parce que je trouvais ça drôle, puis je trouvais que c'était tellement les États-Unis, mais en tout cas. Bref, fait que j'ai reçu ça, mais on va sûrement faire une genre de publicité avec ça. Faudrait que je fasse des photocopies, mais voilà, j'ai reçu ça. Puis est-ce que le monde qui va aller voir votre performance le 2 août vont pouvoir voir cette carte postale-là mythique? Ouais, on va sûrement l'afficher aussi, là. On a beaucoup d'éléments visuels. Moi, sur scène, je vais avoir une imprimante. J'imprime beaucoup de choses. Et on a des photos, on a plein de choses. Ça va créer aussi, au fil de la performance, ça va créer une exposition qui va rester là. Les gens vont pouvoir consulter. On essaie de créer... on essaie que les gens comprennent, mais pas trop. Ils comprennent un peu la vie de Jérémy, mais qui reste quand même quelque chose d'un peu mystique là autour de lui. Mais oui, c'est ça, ils vont pouvoir la voir. Ils vont pouvoir la toucher, cette carte postale. Donc, ça rêve, la pièce sonore qu'on va entendre, c'est... En fait, c'est un enregistrement que Jérémy a fait parce qu'il a fait beaucoup d'enregistrements pendant le processus, des enregistrements sonores de sa voix, là. Donc, c'est 1 minute dans un skatepark par Jérémy Roy. Et l'autre pièce musicale, je ne pourrais vous dire le titre, mais c'est une musique très estivale à la Jérémy Roy, là. Donc, je ne connais pas le titre. Moi, sur mon iTunes, ça s'appelle Piste 6 de Jérémy Roy. Donc, Jérémy Roy est un homme libre. Ça va être présenté dans le programme double avec Sans tête ni queue par Audrey Bergeron. Donc, c'était Sarah Avigant avec nous. Merci beaucoup d'être venue nous parler de votre processus, Sarah. Merci. Merci à vous. Je suis présentement à la place Diouville, à Québec, en face du Palais Montcalm et du Capitole et de la Muraille. Je m'apprête à faire 1 minute, les yeux fermés, en plein milieu du skatepark. Et c'est parti. Je suis comme un petit peu stressé parce qu'il y a des gens en skate qui passent autour de moi. Mais je me calme tranquillement. Ils vont peut-être être fâchés, mais ça durera pas longtemps. Je sens le vent sur mes joues, sur mes mains. Pas sur mes bras tant que ça parce que j'ai des manches longues. Puis je sens qu'il y a du soleil qui me tape dans le front. Dirty Feet is recorded every week at the Montreal Improv Theatre. Check them out at montrealimprov.com. Dirty Feet is produced and hosted by Allison Burns, JD Papillon, Joanie Farran. and distributed by No More Radio. You can find more about our show at nomoreradio.com. You can follow us on Twitter at Dirty Dirty Feet. And you can find us on Facebook at Dirty Feet Podcast. Tune in next week for a whole new show.